Ok. Pour tous les malades de hip-hop. Malade. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Depuis quelques temps, je suis blanc comme un cachet. Le Canada a mis dans son dossier beaucoup de cultures et de langues. Cependant, il y a deux langues principales qui ont créé une division dans la population pendant les derniers 400 ans. Ces deux langues sont l'anglais et le français. Tout cela a commencé en 1867 avec la loi britannique de l'Amérique Nord qui a établi l'anglais et le français comme les langues législatives et juridiques dans les établissements fédéraux et du Québec. Cependant, ce n'était pas un terrain de jeu égal et les francophones ont découvert bientôt qu'ils menaient une bataille perdue d'avance. Vers la fin du début du XXe siècle, une série de règlements législatifs au Canada a limité l'éducation en français et a presque éliminé l'utilisation du français dans les législatures provinciales et dans les tribunaux à l'extérieur du Québec. À part quelques succès prometteurs comme les timbres bilingues en 1927 puis les billets de banque en 1936, il y avait une tendance croissante à l'assimilation pour les francophones dans les régions principalement anglophones. La perte de culture et l'identité nationale a provoqué la création de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui ont établi une structure pour répondre à ce problème entre 1963 et 1969. Le travail de cette commission a eu comme conséquence l'adoption de la loi fédérale sur les langues officielles en 1969, la pierre angulaire du bilinguisme institutionnel au Canada. Putain de virus, maintenant je rappe tout le temps. Putain de virus, lâche-moi vite, fous le camp. Faut que je me soigne dans le quart d'heure avec ce nouveau méthode. Maintenant, le Canada est institutionnellement bilingue au niveau fédéral. Ceci signifie que tous les établissements fédéraux ont la capacité d'opérer en anglais et en français. Comme seulement 12% de Canadiens sont parfaitement bilingues, ceci permet aux populations de chaque culture d'employer des services gouvernementaux dans leur langue maternelle. D'autres règlements nationaux incluent la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en 1974, qui déclare que toute l'information obligatoire d'étiquette doit apparaître en anglais et en français, sauf le nom et l'adresse du revendeur, qui peuvent apparaître dans l'une ou l'autre langue. Aussi, depuis 1982, les provinces et les territoires du Canada sont obligés d'offrir l'éducation primaire et secondaire à leur minorité de langue officielle dans leur langue maternelle, où le nombre le justifie. Même s'il y a des règlements de ce type pour tout le pays, chaque province ou territoire a sa propre législation concernant le bilinguisme. L'Acte Manitoba de 1807 était une des premières lois donnant le statut officiel aux Français dans la législature de la province, suivi par le Nouveau-Brunswick qui a passé une loi sur les langues officielles en 1969 et l'a mis à jour en 2003. Le Québec a identifié le français comme sa langue officielle depuis 1974 et quoique ce soit institutionnellement bilingue au niveau fédéral, le Québec est officiellement une province unilingue de langue française. Aujourd'hui, le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue. Yeah. On and on. 2001. Cependant, ce documentaire se concentrera sur Ontario. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les francophones ont composé la majorité de la population de cette province. Toutefois, ceci n'a pas duré et en 1912, l'anglais a été fait la seule langue de l'instruction dans les écoles publiques en Ontario. Les Franco-ontariens ont commencé à créer de nombreuses organisations pour défendre leurs droits et promouvoir leur culture vers l'année 700, qui représente une période de grande créativité artistique et culturelle pour les Franco-ontariens, et la création de leur drapeau. Hissé pour la première fois le 25 septembre 1975, ce jour est encore célébré annuellement. L'adoption de la loi sur les services en français, la loi 8 en 1886, a provoqué des progrès comme la création de 12 conseils scolaires francophones. L'un d'entre eux est le conseil scolaire du district du centre-sud-ouest, dont le Collège français de Toronto est un membre. Les ressources que nous utilisons sont des ressources que les écoles anglaises du curriculum public de l'Ontario utilisent. Les programmes que nous suivons sont les programmes de l'enseignement public de l'Ontario.
Il y a des programmes spécifiques, comme par exemple, nous avons le baccalauréat international ici, qui est offert à 11e et 12e année. C'est un programme assez exigeant académiquement. Et puis, nous avons aussi un programme d'art très développé. Ce qui nous fait notre différence, c'est notre situation géographique. Je dirais par là, notre accès aux ressources artistiques, culturelles de la ville de Toronto. Nous sommes à 10 minutes de marche de l'opéra, des théâtres, de toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, l'Ontario a la plus grande communauté francophone au Canada, en dehors du Québec, avec 549 940 franco-ontariens qui composent 4,8% de la population totale de l'Ontario. Cette distribution s'entend d'une population de 1,7% de francophones à Toronto à une population de 88,9% de francophones dans Hearst et les autres régions du nord-est d'Ontario. Depuis 2006, Ontario a identifié des secteurs francophones où tous les bureaux du gouvernement de l'Ontario offrent des services en français selon la loi 8. Récemment, Kingston a été ajouté à la liste des secteurs francophones qui sont maintenant 25 au total. Mais les ressources du gouvernement sont limitées. En conséquence, il y a un nombre croissant d'organisations qui ont pris naissance pour soutenir et offrir des services à la communauté francophone en Ontario. Un des plus importants est le Club canadien de Toronto. Le premier but du Club canadien, c'est de réunir les gens. Donc, en partant, on a un déjeuner tous les mois qui permet de réunir les gens dans un hôtel ensemble. Donc, on essaie d'attirer tous les francophones à y venir. L'idée, c'est de réunir les francophones et les francophiles dans un milieu où ils peuvent faire du réseautage, où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent faire des liens qui ensuite vont permettre des développements d'affaires, mais peut-être aussi politiques ou culturels. Le club, évidemment, on reçoit de très bons conférenciers tous les mois. Alors, comme le mois passé, on a reçu Dr. Daniel Dawes, qui est le doyen en communication à l'Université Ryerson. Ce mois-ci, on reçoit Madame Benhabib, qui a écrit Ma vie à Contra-Coran, qui est une femme d'origine musulmane et qui est contre les accommodements qui sont faits pour les musulmans. Donc, c'est un point de vue un petit peu inversé à ce qu'on s'attendrait. En plus des écoles secondaires françaises comme le Collège français, Ontario a aussi créé de nombreuses universités qui offrent une éducation postsecondaire en français. Le français est présent de manière très profonde à Glendon. Les professeurs sont bilingues, le personnel est bilingue et on exige un certain niveau de bilinguisme parmi les étudiants. Alors je vois au cours des dernières années un engagement très profond dans le domaine de l'éducation du gouvernement ontarien vis-à-vis les francophones, mais aussi vis-à-vis les francophiles, les étudiants qui suivent des programmes d'immersion, des étudiants anglophones ou en tout cas non francophones qui suivent des programmes d'immersion en français. Selon un rapport de mars 2003, 63% de Canadiens sont pour le développement du bilinguisme à travers le Canada. Avec des programmes nationaux et provinciaux comme Explore qui aident à combler les différences entre les anglophones et les francophones, le futur est prometteur. La clé pour s'occuper de ces problèmes est l'éducation, et tant que le gouvernement et d'autres organisations continuent à aider les francophones et les anglophones de la même façon, Canada deviendrait l'une des nations bilingues les plus réussies du monde. D'abord, je m'assurerais que la loi sur les langues officielles soit assez strictement appliquée là, pour être sûr que, disons, je sais pas, tous les juges de la Cour suprême soient bilingues, que tous les top commandants de l'armée canadienne soient bilingues, que les ambassadeurs du Canada dans les autres pays soient bilingues. C'est pas toujours le cas. Probablement que je regarderais de près la question de l'immigration. Parce que l'immigration, je donnerais plus de points personnellement aux immigrants qui parlent français
ou du moins encore plus aux immigrants bilingues, évidemment. Mais dans le but justement de rééquilibrer un peu la Fédération canadienne pour qu'il y ait à un moment donné autant de francophones que d'anglophones.